Bonjour à tous. Comment marier le beau et l'utile? Comment conjuguer la fonction et l'esthétique? Voilà le propre du métier de designer. Bienvenue dans cette émission spéciale que Télé Grenoble vous propose dans le cadre de la 3e édition de France Design Week. L'occasion de découvrir des savoir-faire en pleine évolution et des professionnels souvent très discrets qui nous accompagnent pourtant dans nos vies quotidiennes sans qu'on le sache toujours. À mes côtés pour nous accompagner, Bruno Lefebvre de l'agence C+B Lefebvre. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci, vous êtes également vice-président de l'Alliance française des designers. À vos côtés, Fabienne Varin, bonjour. Bonjour. Coprésidente de Grenoble Le Lab, entre autres l'antenne locale de Designer Plus à Grenoble. Juliette Villard. Bonjour. Bonjour, votre atelier est installé à Voiron, vous êtes designer. C'est vous qui êtes notamment derrière la signature visuelle des fameux chocolats Bona. Laurent Laroche est également avec nous, merci. Bonjour Christophe. Bonjour, directeur marketing opérationnel du groupe SAMC, spécialiste de l'aménagement des espaces de vente, mais vous nous parlerez ici des relations qu'entretient SAMC en tant que fournisseur des designers. Bruno Lefebvre, vice-président de l'Alliance française des designers, un métier dont on parle peu souvent, que vous définissez comment ? Le métier de designer, en fait, est un métier un peu de réalisateur, mais d'objets ou d'images fixes. Et donc, en fait, c'est un métier, c'est un peu compliqué de dire ça, mais systémique, parce qu'il va embrasser toutes les dimensions du projet, c'est-à-dire à la fois des dimensions d'usage fonctionnel et des dimensions stylistiques. Donc, il ne faut pas réduire le design au style, c'est vraiment une vision globale, et une vision globale qui va aussi embrasser la dimension technique que le produit va porter, ou de la technique de fabrication du produit, ou enfin la dimension commerciale de ce produit, ou de partage. On imagine bien qu'un projet design qui ne soit pas partagé, c'est une vue de l'esprit, ce n'est pas un vrai projet design. C'est un métier, une mission, j'ai envie de dire même, qui nécessite d'être en parfaite symbiose avec son donneur d'ordre, avec son client, de bien le connaître. Oui, sachant que le donneur d'ordre, il est très très varié. C'est-à-dire qu'on a des donneurs d'ordre qui peuvent être... il y a des designers qui travaillent dans des hôpitaux, par exemple, simplement pour rendre les hôpitaux plus sympathiques, ou il y a des designers de services qui vont imaginer des services. Donc il n'y a pas forcément une relation de client-fournisseur, il y a une relation d'usagers finaux avec le designer. Quand on crée du mobilier urbain, on a un client qui fabrique du mobilier urbain, mais la réussite du mobilier urbain, c'est le succès auprès des usagers. Bon, on va apprendre à découvrir ce métier grâce à vous, à l'occasion, je le disais, de la 3e édition de France Design Week. Fabienne Varin, qu'est-ce que c'est que cette édition qui a lieu toutes les années au mois de septembre, hein, c'est ça? Alors, France Design Week nous a intéressés parce que nous, Grenoble, nous sommes tiers-lieux. Donc avec vocation d'être une pré-pépinière de projets, c'est-à-dire que de créer des conditions favorables pour que les projets qu'on porte en nous, qui sont intéressants, qui vont fédérer des milieux et des personnes différents, pour que ces projets puissent s'ancrer, ces projets qui ne sont pas encore tout à fait prêts à pousser la porte des institutions. Donc quand Bruno est arrivé déjà avant France Design Week pour nous parler design, on s'est dit effectivement à Grenoble c'est intéressant parce que c'est une profession que je connaissais relativement bien, beaucoup mieux maintenant d'ailleurs, qui méritait d'être développée sur Grenoble, où elle avait en fait pas de place. Donc ce projet nous a intéressés. On a effectivement très rapidement adhéré à France Design Week, qui est une action qui nous correspond bien parce qu'elle a été initiée à la fois par le ministère de l'économie, des finances, et le ministère de la culture. Donc déjà, on a trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'était une occasion de faire rencontrer des milieux très différents. Donc on a fait une première édition dans nos locaux, à Grenoble Lab. Et puis cette année, on s'est lancé dans une version XXL, puisqu'on avait vraiment envie de faire partager ces métiers, j'ai envie de dire presque ces métiers du design, avec les entreprises locales, les Grenoblois, les étudiants. Et voilà, tous les passionnés du design. Et on est heureux de vous accompagner à Télé Grenoble dans cet objectif. L'objectif de Grenoble Le Lab, du coup, vous le disiez, c'est de rassembler cet écosystème, de l'organiser. Oui, en fait, on travaille, comme disait Bruno aussi, on a les mêmes fondamentaux. Avec le design, on a vraiment une approche, on va dire, systémique. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité à prendre en compte l'ensemble des problèmes.
on en parle beaucoup maintenant. On s'appuie sur une approche qu'on appelle l'approche effectuelle, qui est effectivement agissons, regardons ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a fait une première édition l'année dernière, qui nous a beaucoup plu, et c'est comme ça qu'on se retrouve sur votre plateau pour cette deuxième édition avec beaucoup de plaisir. Bon, l'objectif de ce France Design Week, c'est peut-être aussi de susciter des vocations. Bien sûr. Il y en a beaucoup d'étudiants qui nous contactent, les parents d'étudiants aussi qui viennent se renseigner. Qu'est-ce que ce métier du design? Bruno, comment est-ce qu'on devient designer? Alors, traditionnellement, il y a des écoles pour ça. Donc, même maintenant, il y a un bac qui est orienté design et ensuite qui va déboucher sur des écoles. Il y a beaucoup d'écoles, quasiment toutes les écoles d'art maintenant s'appellent écoles d'art et de design, parce que c'est quand même une activité certaine pour les diplômés par rapport aux études d'art traditionnelles. Et ensuite, c'est des études qui peuvent être assez longues parce que c'est un métier assez complexe. Il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut tout embrasser. Et donc, il faut avoir des notions à la fois techniques de son propre métier, mais aussi une dimension sociale, comme une dimension technique de production ou technique de service rendu. Donc, c'est un métier assez complexe. Vous avez fait l'école supérieure des arts décoratifs. Alors, j'ai fait l'école supérieure des arts décoratifs. En même temps, j'ai fait partie de la première promotion d'une école qui s'appelle Les Ateliers. Et en même temps, j'ai travaillé à mi-temps. Voilà. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Bon. Dans votre parcours professionnel, il y a aussi le fait d'être assistant de Philippe Starck, ce qui doit aussi former un petit peu. Voilà. Et en même temps que mes études, d'ailleurs. Donc, j'ai fait... beaucoup de choses. Ouais, vous avez été manager et voilà, en design fait, chez Alibert aussi. C'est l'énorme avantage de ce métier, c'est que c'est un métier de passion. Donc, faut s'engager à fond. On ne devient pas designer par hasard, je crois, mais comme tous les stagiaires qui viennent à l'agence, je leur explique que s'ils veulent devenir joueurs de foot professionnels, il ne faut pas qu'ils jouent que le week-end. Voilà, et le design, c'est un peu ça. Si vous voulez devenir musicien, c'est une passion. Le sport, c'est une passion. Et le design... Il y a tout le monde n'est pas élu, et donc ça veut dire qu'il faut s'engager un peu, quoi. Alors, vous n'osez pas le dire, mais vous êtes quand même designer grenoblois parmi les plus créatifs et régulièrement primés. On va essayer de bien comprendre votre métier. Vous avez par exemple, alors vous avez travaillé sur beaucoup de choses, sur des couteaux, sur des meubles, sur même une station de recharge à hydrogène, je crois, voilà. Et puis sur un barbecue. Alors on va le voir à l'image et vous allez nous expliquer, parce que c'est un barbecue nouvelle génération, quelle a été la commande et comment vous avez réfléchi? Alors, c'est assez simple en fait. Traditionnellement, on a une demande qui vient entre guillemets d'un client. Et là, le client voulait simplement proposer une solution française à une nouvelle technologie qui est le barbecue appelé. Donc notre travail, ça a été de travailler sur la fonction pour que le produit marche, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de régler les problèmes techniques, mais c'est à nous de décrire, grosso modo, comment va fonctionner l'appareil, comme on pourrait décrire une voiture en disant le moteur est à cet endroit-là et l'habitacle est à cet endroit-là. Donc on a d'abord défini le portrait robot du produit et ensuite on a défini son style, pour que ce soit un style piano français et non pas un style barbecue américain. Donc on a travaillé sur ces dimensions-là et sur un produit un peu plus délicat, un peu plus intégré que les produits américains qui sont des produits un peu ostentatoires de côte de bœuf. Et voilà. Donc on se positionne à la fois commercialement, à la fois fonctionnellement et à la fois dans l'usage parce que, par exemple, on a rajouté une plancha au sein du barbecue, ce qui va permettre de saisir les aliments et de les fumer, parce que le pellet permet de fumer. Et donc voilà, c'est tout ce travail-là qui va être à la fois d'avancer fonctionnellement et d'avancer esthétiquement parallèlement sur l'ensemble du produit. Et sur le look, vous nous disiez, il faut travailler sur quelque chose donc de le look, traditionnel. On a fait oui, alors c'est pas justement notre travail, c'est d'imaginer des looks, des images possibles. C'est grosso modo, d'un piano ancien, mais arriver à un look moderne. Et grosso modo, notre travail, c'est de dire, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que le produit veut dire. Et si vous n'avez pas répondu à cette question, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc il faut savoir ce que le produit veut dire. Et donc on a fait des scénarios. Et les scénarios, ils étaient d'un piano un peu traditionnel, même si ça paraît un peu évolué, ce qu'on voit,
un produit un peu jardin, plus nouveau jardin, et un produit plus gastronomique. Donc on a fait différents scénarios, et ce qui a permis de conforter le choix dans la version la plus piano. Celle qu'on vient de voir à l'image. Alors, je le disais, vous avez travaillé sur beaucoup d'objets. On va en voir une galerie, une petite mosaïque pour voir. Alors, du coup, on voit des tables, on voit beaucoup de mobilier. Hein. On voit aussi une baraque à huile, je crois. Oui, alors la baraque à huile, c'est un projet local d'économie circulaire. Alors, la baraque à huile, c'est simplement d'aider les particuliers à collecter, à donner leur huile de friture usagée. Et donc, en fait, aujourd'hui, on leur dit rapportez votre huile usagée. Et quand ils disent dans quel contenant, on leur dit dans la bouteille d'huile. Donc, vous pouvez faire l'exercice, si vous voulez, de remplir une bouteille d'huile avec une friteuse. Ouais. Voilà. Et donc, l'idée, là, c'est de dire le design sert à ça. Et donc, à travailler sur la chaîne complète de je crée une baraque à huile, donc j'indique aux gens que ça existe. Je la crée en bois de manière très simple pour pas qu'elle se fasse piller le week-end, parce que le week-end, les déchetteries sont pillées. Je mets en place un système de seaux qui sont étanches et hermétiques du volume d'une friteuse pour qu'on ne remplisse pas 3 seaux voilà, et qui sont étanches de manière à ce que s'ils se renversent dans le coffre de la voiture, ça ne tâche pas tout. Voilà, donc c'est qu'une suite logique, mais à la fois de l'usage. C'est ça. Et à la fois de l'esthétique, entre guillemets, même si ça ne paraît pas très esthétique. Hein. C'est ce que j'entends, c'est que votre métier, c'est de joindre quand même l'esthétique à l'usage. Et ça paraît mémorisable, voilà, parce que là, dans ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose où quand on voit la baraque à huile, on se dit, bon, bah, la prochaine fois, je vais prendre un seau et je ramènerai plein la prochaine fois. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que chaque designer a son propre style ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il y a des designers dont le métier a été très stylicien, en fait. Hein. Donc, le plus connu étant Philippe Starck, bien sûr. Donc, on reconnaît la signature. On reconnaît la signature, voilà. Et Starck, dans tous ceux qui font du Starck, c'est lui le meilleur, bien sûr. Mais donc, il y a un style assez marqué. Mais logiquement, personnellement, mon modèle, c'est Stanley Kubrick. Ah, oui, donc c'est pas parce qu'il réalise des objets, mais qui sont dynamiques. Hein, donc ce que je fais pas, et j'ai peut-être pas son talent non plus. Hein. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a un style Kubrick ? Certainement, mais on peut pas le déterminer que si on a vu que 2 films. C'est ça. Voilà. C'est ça. Juliette Villard, je le disais, vous travaillez sur la création graphique, l'identité visuelle des chocolats Bonna. C'est votre métier, l'identité visuelle. Alors vous êtes une artiste à la base, hein, donc ça, évidemment, ça infuse dans votre quotidien. Tout à fait. C'est vrai que j'ai un parcours un peu particulier qui associe une formation assez académique de peintre et décoratrice de décors de théâtre et de trompe-l'œil. Et ensuite, j'ai enchaîné sur des hautes études d'art appliqué à Lausanne en Suisse, parce que je suis ici originaire de Genève, où j'ai appris le design graphique. Et en fait, j'ai toujours associé ces 2 passions, voire ces 3 passions, parce que j'ai aussi fait de la photographie, donc le design graphique, la peinture et la photographie. Donc ça me permet d'avoir une vision assez globale du métier, en fait, assez complète. Est-ce que ça vous donne une signature particulière, le fait d'allier précisément la photographie, la peinture notamment ? Alors j'imagine que oui, c'est ce qu'on me dit de plus en plus. Effectivement, moi c'est un travail qui est extrêmement sincère parce que j'ai toujours aimé voir la matière. En fait, j'ai absolument rien contre le digital. C'est extrêmement important à notre époque d'utiliser les outils actuels qui nous permettent d'aller vite et qui sont fantastiques. Mais c'est vrai que la peinture, d'associer la peinture, le dessin, de revenir à des techniques un peu artisanales, permettent aussi une émotion. Parce que la peinture rappelle qu'on est humain, qu'on peut se tromper, il y a des textures, il y a de l'imprévu. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Vous dites d'ailleurs, on a aujourd'hui beaucoup d'outils modernes et c'est pas mal de revenir aussi aux fondamentaux. Oui, tout à fait. J'encourage d'ailleurs les jeunes, j'ai quelquefois des stagiaires qui viennent me voir, à sortir de l'écran, à travailler leur carnet de croquis, à vraiment... d'ailleurs, je pense que Bruno peut en convenir, le dessin est primordial au début d'une idée, même s'il est mauvais d'ailleurs. C'est pas le but, c'est vraiment de transmettre ce qu'on a dans la tête sur le papier.
Et je pense que l'originalité qu'on peut apporter à notre époque, c'est justement de ne pas être esclave de la technologie. C'est de proposer avec la technologie une autre réponse visuelle. Et moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place déjà quand j'étais étudiante et même avant. J'ai toujours dessiné sur les photos, j'ai toujours voulu intervenir sur les images. Et c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que j'ai mis en place un style qui est très personnel, qui au départ était un petit peu particulier et pouvait être clivant, et maintenant j'ai la chance, qui est recherché. Quand vous accompagnez des clients qui viennent vous voir avec une commande bien précise, est-ce que vous allez jusqu'à dire que vous prenez la casquette de directeur artistique ? Alors, de plus en plus, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est, comme je l'évoquais tout à l'heure, je monte à bord de leur vaisseau. J'aime vraiment cette image, c'est on embarque et je peux aller dans un vaisseau entreprise, comme dans Star Wars, ou dans un vaisseau artisanal, ou dans un vaisseau agroalimentaire. Je trouve très important de s'impliquer. Bruno le disait très bien en début d'émission. C'est pas quelque chose qu'on fait c'est vraiment quelque chose qu'on prend toute la mission à bras le corps et on fait équipe avec notre client, notre donneur d'ordre, pour lui apporter la réponse la plus juste. On est vraiment dans ses peurs, dans ses angoisses. Enfin voilà, notre tâche est trop plus proche pour avoir la meilleure réponse visuelle possible. Ouais, pour s'immerger, c'est ce que vous me dites. J'entends qu'il faut avoir quand même une curiosité, une capacité à s'intéresser à des domaines qui ne sont pas forcément les siens au départ. Tout à fait. Et c'est ça la richesse du métier, c'est que effectivement, on est amené, suivant les commandes qui peuvent être très variées, on est amené à s'intéresser à des domaines complètement différents. Et c'est ça moi, que je trouve intéressant, c'est de ne pas s'enfermer dans ce qui nous plaît le plus, parce que je pense qu'on a tous des domaines de prédilection. Mais moi, parfois, on est venu me chercher dans des domaines où je n'aurais vraiment pas cru qu'on viendrait me chercher. Exemple ? Par exemple, le CHU de Grenoble, qui m'a commandé une plaquette, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, enfin une plaquette institutionnelle. Justement, ils voulaient s'éloigner des formats institutionnels. Donc, j'ai aussi bien fait le graphisme que la peinture d'un paysage avec mon style. Et c'est vraiment une valeur ajoutée qui a l'air de leur faire plaisir et qui est... Voilà, c'est aussi proposer autre chose, ne pas s'arrêter au code inhérent à un type de demande, en fait. On peut des fois s'écarter un petit peu. Alors, exemple concret de votre travail chez Chocolat Bonna, donc une institution à Voiron, 150 ans d'âge, je crois, une chocolaterie absolument emblématique, qui vous appelle et qui vous dit quoi ? Alors en fait, elles ne m'ont pas appelée, c'est Elisa Bonna qui est passée devant mon atelier, parce qu'on est voisins, et qui a tout de suite senti l'intérêt d'une collaboration, parce qu'elle a vu justement que je travaillais à la main, pas que, bien sûr que non, mais elle a vu des réalisations dans l'atelier. Elle a commencé par me commander un portrait pour son enfant, puis de fil en aiguille, elle a vu que je pouvais justement avoir cette sensibilité artisanale, en fait, qu'elle recherchait. Elle était vraiment à la recherche de quelqu'un qui pouvait à la fois réaliser des designs graphiques contemporains, mais avec cette faculté de passer par le dessin, par la peinture, enfin voilà, d'avoir cette dimension qu'eux-mêmes ont dans leur façon de faire, en fait, qui est très artisanale. Alors voilà, artisanale et très attachée à l'histoire. C'est une entreprise qui cultive cette image de la tradition. Tout à fait. Et c'est, j'imagine, la commande qui vous a été passée. Tout à fait. La commande, l'immense intérêt de cette commande, c'est justement d'être fidèle à l'héritage visuel de cette marque qui est très connue des Voironnais, voire intouchable à certains titres, qui est aussi bien parfois questionné, mais qui est vraiment sacré, je dirais même, à certains. Par exemple, la tablette de chocolat, vous pouvez pas... Il y a certaines choses qui sont intouchables, comme la police, mais on s'est permis de les toucher, d'apporter quelques petites corrections. Et on a fait un travail minutieux, presque monastique, et dans l'ombre de réorganisation des... Pardon. On va voir quelques images, on va vous voir travailler. Quand vous parlez de minutie, on va bien comprendre, parce que vous êtes comme un artiste devant son chevalet. Oui, alors là, tout à fait. En fait, j'avais eu comme commande de revoir le blason initial. D'abord, on l'a fait de manière digitale, et ensuite, je l'ai peint en faux or. Et pour cela, on s'est plongé dans les archives pour avoir le blason le plus juste, en fait, le blason historique, avec les dauphins qui montent et non pas qui descendent. Donc c'était un travail passionnant, en fait, de recherche visuelle que j'ai mené avec l'aide d'Elisa, évidemment, qui était très très au courant
de tout l'historique. Là, il vous a fallu plonger dans les archives de la famille. Tout à fait, tout à C'est une fait. recherche historique. Et ils ont une richesse d'archives qui est extrêmement intéressante. On voit le résultat final, là. Voilà, ça c'est la version qu'on appelle premium, donc qui est peinte. Et là, cette année, on l'a digitalisé pour vraiment montrer les paliers qu'il y a entre... Je l'ai aussi bien peinte que maintenant, je l'ai complètement digitalisé sur Illustrator pour avoir une version utilisable graphiquement. Voilà. On imagine que là, du coup, c'est une relation sur le long terme qui s'est nouée avec le client. Tout à fait, c'est l'intérêt, je pense, de cette collaboration, c'est de bien se connaître, d'être fidèle à une vision commune. C'est vrai qu'avec Elisa et avec Stéphane, on a une vision très, très commune pour l'avancement de la marque, de la maison. Et effectivement, c'est une relation très, très bienveillante, à l'écoute. On se voit assez régulièrement. On avance un petit peu par touche, parce qu'on peut... Voilà, l'intérêt, c'est pas de révolution. Exactement. C'est mais vraiment, des évolutions. Voilà, par soupçon, dans certaines... là, par exemple, les tablettes, on y va par étapes. Voilà. On imagine des brainstorming, Bruno, et des rencontres avec les clients qui doivent durer des heures et des heures pour bien saisir l'esprit de la volonté du client. Oui, ce qui est vrai, c'est que moi, je résume l'activité dans la matérialisation d'une intention. Et donc, le client a une intention et notre métier, ça va être de lui donner forme. Donc, ce qui est certain, c'est que plus on va connaître la psychologie et du client et de l'organisation, en fait. Parce que des fois, ça va bien au-delà du simple patron. Dans les sociétés historiques, il n'y a pas que il y a tout le poids du passé qui est énorme. Et donc, ça, c'est vraiment saisir cette psychologie de groupe pour la matérialiser. Et sinon, on fait une œuvre, entre guillemets, personnelle et qui plaquera jamais sur l'entreprise ou sur l'organisation. Voilà. Alors, il y a des relations, évidemment, on l'a bien compris, très particulières avec les clients. Il y a aussi des relations particulières qui se nouent entre les designers et leurs fournisseurs. Laurent Laroche, vous êtes directeur marketing opérationnel dans le groupe SAMC. Alors, vous êtes fournisseur, de matériaux et de matériel de construction. Et vous êtes en contact avec des designers qui font appel à vous en amont des projets. Du coup. Alors, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver les solutions. Quand on a des créations graphiques dans l'acte de construction, c'est de pouvoir trouver les solutions techniques au travers de différents matériaux. Et souvent, on est le trait d'union entre, on va dire, l'industriel, l'entreprise qui applique et l'architecte ou le designer qui réalise. Donc, on a des travaux de recherche de produits, on a des travaux d'adéquation de produits, puisque très souvent, les matériaux sont très spécifiques et répondent à des cahiers des charges très précis. Donc notre capacité à sourcer des nouveaux matériaux est très importante. Et ça permet aussi de libérer la créativité de ces designers, de ces architectes, puisque bien souvent, il faut transformer l'idée en réalité constructive. Et localement, sur tous les territoires où nous sommes présents, nous répondons à différents architectes, différents projets au travers de ces matériaux. Donc c'est assez complexe quelquefois, mais c'est très riche. Et c'est aussi pour nous à chaque fois un défi de pouvoir trouver le meilleur produit qui apportera le meilleur résultat. Et puis de réussir à convaincre des fournisseurs, du coup, de s'adapter. De s'adapter ou aussi de convaincre quelquefois l'architecte en lui disant que sa solution ou sa réflexion graphique peut être traitée, mais d'une autre façon ou avec un autre matériau. C'est aussi, on est toujours à la limite et le trait d'union entre les deux. On va voir un exemple très concret pour illustrer ce que vous dites. C'est l'Arbre Blanc à Montpellier. Voilà, c'est cet immeuble absolument particulier, très innovant. Alors, à quel niveau est-ce que vous êtes intervenu, par exemple ? Nous, on avait un cahier des charges très précis. C'est de fournir des matériaux qui soient blancs. Donc, c'était déjà la première contrainte que l'on avait. Et surtout, de maîtriser les joints de dilatation et de maîtriser la rétractabilité des produits. On est sur Montpellier, on va dire une zone assez chaude et surtout avec une hygrométrie qui peut être importante. Donc on a dû réfléchir avec nos partenaires sur des solutions pour faire les habillages de balcons. Les sous-faces de balcons avec des panneaux qui correspondaient aux dimensions de chaque sous-face de balcon.
Donc ça, Et on voit qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Et ça fait partie, le traitement de ces sous-faces de balcon faisait partie vraiment de la signature de l'architecte. Parce que vu du sol, il ne devait pas y avoir de fissures, pas y avoir de problématiques liées aux matériaux. Donc on a fourni des panneaux à base de fibres de ciment qui permettaient justement de traiter ça, de traiter ces problèmes de joints et de rétractabilité. Et on a traité aussi environ 3000 m² de terrasses, la somme des terrasses des balcons, et la somme des terrasses du restaurant avec de la lame de terrasse qui s'appelle Accoya, c'est un traitement. Et dans ce qu'on propose, on est toujours aussi très sensible, à l'éco-construction. Et on a proposé donc des lames de terrasse en pain radiata, traitées avec un traitement Accoya. C'est un traitement à base de vinaigre, un acide proche du vinaigre, et pour justement avoir une empreinte carbone assez faible. Donc dans nos recherches de produits, on fait aussi attention et on intègre aussi toute la dimension, durée de vie du produit. Là, on est parti pour des matériaux dans le cahier des charges qui devaient avoir une durée de vie de plus de 50 ans. Oui, et puis des couleurs très très neutres, très blondes. Couleur neutre, et surtout des lignes qui restent pures et qui ne soient pas modifiées par la dilatation des matériaux. On comprend bien cette relation avec les fournisseurs. Et Bruno, ça nous invite à conclure avec ce travail d'innovation, de recherche que font les designers. Vous-même, dans votre agence, vous avez une partie de votre activité qui est consacrée à la recherche de... Oui, parce qu'on vient nous chercher d'abord pour ça. On ne vient pas chercher un designer pour reproduire une situation. On vient au minimum pour innover ou pour avoir une évolution de produit, c'est ce qui peut nous arriver de pire. Mais sinon, en général, c'est vraiment pour travailler sur de l'innovation. Alors, on innove souvent, donc vraiment à partir des usages. Et donc, à l'agence, par exemple, grosso modo, il y a un brevet chaque année, mais un brevet technique, qui est issu d'un nouvel usage qu'on a mis au point. Et cet usage demande une solution technique. Et cette solution technique étant originale, il y a un brevet qui est déposé normalement par le client. Mais donc, on est vraiment dans l'innovation tous azimuts. Voilà. Merci Bruno, merci à tous les quatre d'être venus partager votre passion du métier de designer, ce métier entre art et technique, psychologie aussi pour bien comprendre les clients, entre tradition et on l'entend, nouvelles technologies. Pour plus d'informations, rendez-vous lors de France Design Week et sur le site de grenoblelab.com. Merci de votre fidélité, à très vite sur Télé Grenoble.